Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce vaisseau administratif. Levez juste les yeux au plafond, vous regardez. Nous sommes sous un bateau, caché sous la coque du vaisseau administratif. Je ne pouvais pas rêver plus belle entrée en matière pour la conférence d'Isabelle Bacouche que de vous accueillir à bord d'un vaisseau aussi beau que ce vaisseau admiral. Je vais commencer par les choses un petit peu désagréables, je suis vraiment désolée. Vous demandez de penser à couper vos portables et à ne pas mettre bouteilles d'eau, gourdes et autres contenants de liquide sur les tables. Nous sommes dans une salle qui est classée un inventaire, mobilier et architecture, et nous prenons grand soin de nos ouvrages, de notre mobilier, de l'architecture pour la transmettre encore pour au moins 150 ans. Voilà. Isabelle, je vous souhaite la bienvenue aussi à bord de notre vaisseau amiral. Je vous remercie d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et vous allez nous raconter ce soir Paris, la Seine et leurs amours. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je vais vous parler de la Seine, dont il va être probablement beaucoup question dans l'année qui vient, puisque la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine fait qu'elle va retrouver un de ses rôles qui était particulièrement important et un de ceux que je vais évoquer avec vous ce soir, puisque je vais faire revivre avec vous la place de la Seine et le rôle de la Seine dans Paris au XVIIIe siècle. J'ai fait ma thèse sur ce sujet sans savoir que le fleuve entre les inondations, les JO et Paris-Plage serait mon meilleur agent, puisqu'aujourd'hui je travaille vraiment sur d'autres sujets, toujours sur Paris. Et en commençant cette thèse que j'ai faite au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, mon idée c'est de travailler sur la Seine et assez vite le sujet s'est resserré sur les relations entre les Parisiens et la Seine, avec une chronologie assez atypique pour les historiens, puisque mon travail, donc vous avez la couverture du livre, le livre a été publié en 2001, il y a eu une réédition en 2016. Mon travail va de 1750 à 1850, donc c'est un peu, on va dire, j'enjambe la Révolution française qui est assez peu habituelle. Mais il se trouve que c'est au XVIIIe siècle que la Seine joue un rôle majeur à Paris. Aujourd'hui, elle est encore le symbole de la capitale. Sur tous les papiers administratifs ou tous les panneaux, vous allez voir ce petit vaisseau stylisé qui rappelle donc le lien entre le fleuve et la ville. Aujourd'hui, on peut donc se promener sur les bords de Seine et sur la rive droite sans voiture. Elle est bordée de monuments prestigieux, mais elle a perdu. Alors, ça, c'est ce que je disais dans ma thèse et dans le livre qui est publié en 2001. Depuis, en fait, le XXIe siècle, la mairie de Paris notamment, mais surtout, et les mairies d'arrondissement font des efforts pour que les Parisiens reconquièrent leur fleuve. Ça a commencé par Paris-Plage, et puis la piétonisation progressive des voies sur berge a fait que les Parisiens et les touristes ont pu retrouver le fleuve. Mais pendant toute une période, et précisément c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle, qu'on a un optimum à la fois de tous les services que la Seine rend aux Parisiens, de tous les usages qui les amènent à côtoyer le fleuve quotidiennement. Et dans le même temps, c'est aussi à partir de cette date-là que vont germer des projets et des conceptions du fleuve qui vont aboutir à chasser toutes les activités que les Parisiens exerçaient sur le fleuve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chronologie un peu atypique pour étudier finalement ce que dit le titre du livre, la trace du fleuve, c'est-à-dire cette rupture. La Seine, donc, au XVIIIe siècle, est un espace grouillant, fourmillant, que l'on côtoie finalement pour toute une série de raisons que je vais évoquer avec vous. J'ajoute, si vous avez à l'entrée trouvé ce petit flyer, mais vous retrouverez ça sur le site jeandelasseine.com,
Je suis une chercheuse qui aime bien diffuser, c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi ici, et je serai à Saint-Mandé en décembre et à Courbevoie en novembre. Donc j'aime bien aussi diffuser mon savoir et le fruit de mon travail à un grand public. Et avec une collègue sociologue, on a conçu une balade sonore dans le Paris du XVIIIe siècle, qui a d'ailleurs été entièrement financée par la ville de Paris. Vous pourrez donc, et je vais vous en faire écouter une ou deux, c'est des petites bulles sonores de 1 à 2 minutes, 19 bulles qui finalement, si vous les écoutez les unes après les autres, qui mettent en scène des noyés, des baigneurs, des blanchisseuses, les fêtes au bord du fleuve. Si vous les écoutez toutes, vous comprenez en fait ce que j'ai étudié en 5 ans et 300 pages aujourd'hui, c'est-à-dire cette rupture entre les Parisiens et le fleuve. Donc je vous en ferai écouter une ou deux, vous pourrez ensuite poursuivre l'écoute. Mais pour le moment, on va peut-être passer à la première image. Je vais quand même vous présenter cet espace parisien au XVIIIe siècle qui n'est pas tout à fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de différences. D'abord, vous constatez qu'il y a 3 îles. Il y en a une qui est au droit des Invalides, qui n'est pas sur l'image parce que j'ai zoomé sur le centre. Non, on garde celle-là. Mais l'île Louviers, donc c'est la petite qui est, je ne sais pas pour vous, c'est à droite de l'écran, comme moi. C'est une petite île qui n'a jamais été urbanisée, qui servait de dépôt de bois, qui a été rattachée au milieu du 19e siècle à la rive droite, c'est à peu près vers Sully-Morland. Voilà. Et puis les 2 autres îles, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, qui a l'île Notre-Dame, donc qui a été lotie, elle, au XVIIe siècle. Il faut surtout se rappeler que dans les limites du Paris du XVIIIe siècle, il y a une dizaine de ponts qui permettent de passer de la rive droite à la rive gauche. Aujourd'hui, dans un Paris qui est un peu plus grand, avec l'annexion de 1860, on a plus d'une trentaine de ponts. Ce qui fait qu'on a un balai permanent de petits bateaux, un peu comme à Venise, qui vous permettent de passer de la rive droite à la rive gauche. Alors les lignes de ponts qui traversent l'île de la Cité sont évidemment centrales. Ces ponts, on va passer à l'image suivante. Voilà, ces ponts, comme ici le pont Notre-Dame, il faut garder ça à l'esprit, ce sont des ponts construits avec des immeubles de 4-5 étages. C'est le cas du pont Notre-Dame, du pont au Change, du pont Saint-Michel, et le pont Marie n'a plus que la moitié de ses maisons au XVIIIe siècle. Le petit pont a perdu les siennes au début du XVIIIe siècle. C'est important de mémoriser à la fois ce nombre de ponts assez limité. Sur l'image, vous voyez qu'en plus, pour le pont Notre-Dame, vous avez une pompe, c'est l'avancée sur l'image, qui occupe quasiment 2 arches, c'est pour récupérer l'eau qui est ensuite distribuée. On aperçoit un moulin sous une des arches, et puis j'en profite, puisqu'on parlait des JO tout à l'heure, là vous avez une joute sportive entre 2 quartiers, donc il y avait aussi des compétitions sportives sur la Seine qui étaient assez fréquentes. Donc entre le nombre de ponts restreints et le fait que les ponts pour la plupart étaient construits, la Seine coupe la ville en 2 de façon relativement étanche. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore de la rive droite et de la rive gauche. Ces 2 images qui sont assez présentes quand on parle de Paris. On ne va pas dire forcément la même chose pour d'autres villes ou d'autres capitales qui sont traversées par un fleuve. Pour nous, c'est vraiment, et c'est vrai depuis le Moyen-Âge, ce que je vais vous présenter aujourd'hui au XVIIIe siècle, c'est un héritage du Moyen-Âge. Mais cette organisation sur le fleuve existait déjà. Alors, comme la Seine est une coupure qui gêne en fait les activités urbaines à tout point de vue, pour la circulation, pour les échanges, on va passer à l'image suivante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au XVIIIe siècle, là on est au tout début des années 1790, on a des ingénieurs qui conçoivent toutes sortes de projets pour améliorer la traversée de la Seine. J'ai trouvé toutes sortes de ces projets dans les archives. Et là, vous voyez qu'on a une sorte de téléphérique qui enjamberait la Seine. La difficulté étant au XVIIIe siècle de concilier la circulation urbaine et la navigation fluviale. Pour le pont Notre-Dame, je vous ai montré tout à l'heure que les arches étaient très encombrées.
C'est une des raisons pour lesquelles, au XVIIIe siècle, il y a de moins en moins de bateaux qui traversent la ville et il y a des ports qui vont se spécialiser à l'amont ou à l'aval. Alors, j'ai évoqué, maintenant que j'ai présenté rapidement cet espace pour vous ramener au XVIIIe siècle, quelles étaient les activités que les Parisiens exerçaient sur la Seine et comment ont-elles progressivement disparu? Alors, en quoi Paris a besoin de la Seine? Paris a besoin de la Seine pour des raisons extrêmement variées, mais surtout pour des raisons vitales. On peut évoquer d'abord les porteurs d'eau. J'ai montré tout à l'heure la pompe du pont Notre-Dame. On a également une pompe sur le pont Neuf qui s'appelait la pompe de la Samaritaine, qui a été détruite au XIXe siècle. Et le nom a été donné à un ancien grand magasin. Aujourd'hui, c'est encore le grand magasin, mais enfin, il y a bien d'autres activités dans le bâtiment. Mais ces pompes alimentent des fontaines, puisque je vous rappelle là aussi, hein, à l'époque, il n'y a pas encore l'eau ni le gaz, ni l'eau à tous les étages, donc on doit descendre et chercher son eau vers des fontaines qui sont dans tout le territoire parisien. Mais il y a surtout des porteurs d'eau. Alors, les porteurs d'eau sont extrêmement nombreux, avec différents recoupements de sources. J'ai évalué à peu près que la moitié de la consommation de l'eau des Parisiens venait de la Seine, hein, entre les porteurs d'eau qui livrent donc à domicile et les pompes. Et pour les usages de l'eau, il ne faut pas oublier, parce que si on va chasser toutes ces activités, c'est parce qu'on a besoin d'espace. Il ne faut pas oublier les abreuvoirs. Il y a 19 abreuvoirs qui jalonnent la Seine dans Paris. Un abreuvoir, c'est une pente douce qui descend vers la Seine, un peu comme ce qu'on empruntait quand on descendait vers les voies sur berge, et puis il en reste encore. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'à l'époque, le moyen de locomotion, c'est le cheval. Donc le cheval, il faut lui donner à boire, et donc il faut pouvoir atteindre facilement la Seine. Voilà pour l'eau. Pour tout ce qui est approvisionnement, à la fois les denrées alimentaires, les combustibles, les matériaux de construction. Là, j'ai travaillé sur les droits d'octroi, puisque à l'époque, pour faire rentrer des marchandises dans Paris, il fallait payer un impôt. Donc, j'ai comparé ce qui rentrait par terre et ce qui rentrait par la Seine. Et c'est au XVIIIe siècle, c'est les 2/3 des approvisionnements qui arrivent par la Seine, ce qui veut bien dire que la Seine est absolument vitale pour faire vivre les Parisiens. Donc, on trouve le bois, évidemment. Le bois, c'est à la fois du bois de construction, mais c'est aussi, si on peut revenir 2 diapos avant sur le plan de Paris. Voilà, vous voyez sur la rive gauche, donc à droite de l'écran, on voit les empilements de bois. C'est à peu près vers le 13e arrondissement d'aujourd'hui. Là, c'était l'abbaye de Saint-Victor qui était propriétaire des terrains, et vous aviez ce qu'on appelait les chantiers de bois. Le bois arrivait, il était coupé donc à l'amont de Paris, à la fois sur les affluents de la Seine et sur la Seine, dans les forêts de l'Est de Paris. On jetait les troncs d'arbres dans les affluents. Au moment où ils arrivaient sur la Seine, on constituait des radeaux qu'on appelait des trains. Et les trains arrivaient donc par la force du courant, ils arrivaient à Paris, et quand ça arrivait avant de traverser la ville, vous voyez, on les démontait, et on fabriquait ces empilements de bois qui sont sur la rive gauche, qu'on appelait des théâtres de bois. Et il fallait, avant de vendre ce bois, évidemment qu'il soit sec, parce que vous n'allez pas pouvoir cuire quoi que ce soit avec du bois mouillé. Donc il fallait faire une rotation sur une année, d'où la nécessité de ces empilements de bois qui consommaient énormément d'espace. Et le bois, comme les céréales, qui arrivaient aussi par la Seine, étaient absolument vitaux, puisque si vous ne pouvez pas cuire, eh bien, vous ne pouvez pas manger. À l'époque, une des préoccupations, non pas du maire de Paris, qui n'existe pas, je vais vous parler de celui qui dirige les opérations sur la Seine, le prévôt des marchands. C'est une véritable préoccupation pour lui que le bois arrive bien, puisqu'il craint évidemment la disette qui peut entraîner la révolte. Donc, arrive sur le fleuve le bois, les céréales, le charbon de terre et de bois, mais également le foin, là aussi pour les chevaux, le vin.
Et puis du papier, de la chaux et tous les pondéreux qui circulaient et dont la ville avait besoin. Mais on trouve également des produits transformés comme de l'huile, du sucre, et puis des produits exotiques, des épices, des teintures, du tabac, du café et du cacao, dont les Parisiens sont très friands au XVIIIe siècle. Alors tous ces produits arrivent massivement par la Seine, et c'est un deuxième point, il y a une organisation extrêmement rigide de ce trafic fluvial. En effet, les ports sont spécialisés, et chaque bateau, quand il n'arrive pas à Paris, puis il se dit, tiens, là, il y a une place, je vais accoster. Pas du tout. On a un écheveau de ports qui s'égrène tout du long de la ville, avec une organisation extrêmement rigide. Alors, on a le port Saint-Paul, qui est à l'endroit où vous avez le quartier Saint-Paul aujourd'hui, hein, sur la rive droite. Peut-être il y a une image, on va avancer, je ne sais plus ce que... Voilà, le port Saint-Paul. Donc ce port Saint-Paul, c'est le plus gros port de Pont-d'Éreux, puisque c'est assez logique, tout ce qui est très lourd arrive au fil de l'eau. Et les bateaux qui arrivent au port Saint-Paul utilisent donc le courant pour descendre sans aucune force motrice. C'est donc des petits bateaux assez légers, qui sont, une fois qu'ils sont arrivés à Paris, ils ne peuvent pas remonter, puisque, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas encore de moteur, hein, rien. Donc, plutôt que de haler les bateaux vides pour les faire remonter, on les déchire, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, et on transforme les bateaux en bois de chauffage. Donc il y a une organisation extrêmement précise entre les fabricants de bateaux, les marchands qui descendent les provisions. Et puis sur cette image, vous avez aussi, on voit les coches d'eau. Vous aviez un trafic de coches d'eau qui reliait Paris à tous les ports d'amont et également des villes qui étaient sur les affluents, notamment sur Lyon. Et j'ai retrouvé les horaires, donc 2 ou 3 fois par semaine, vous aviez des départs et des arrivées. Il y avait un trafic extrêmement dense. Donc au port Saint-Paul arrivent à peu près toutes les marchandises que j'ai évoquées tout à l'heure, le bois, les céréales, le charbon, le foin et le vin. Vous avez aussi, on va passer peut-être la suivante, voilà le port Saint-Bernard, donc là on est sur la rive gauche. Vous voyez qu'on a un aspect de la berge qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la plupart des berges n'étaient pas maçonnées, il n'y avait pas de quai. C'était des plages en pente douce qui maintenaient un contact très simple entre la ville et le fleuve. Je reviendrai là-dessus. On va passer à la suivante. La suivante, c'est... Alors voilà l'île Louviers dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qu'on voit bien au premier plan avec ses empilements de bois. Et puis la suivante... Voilà, là on a le port de la Grève, hein, qui est le port d'origine. Hein, c'est de la Grève, c'est la place de Grève, c'est devant l'hôtel de ville. C'est le port d'origine de Paris. C'est celui, vous voyez les bateaux de charbon au premier plan à gauche. C'est celui où toutes les provisions arrivaient depuis le Moyen-Âge. Et progressivement, à partir du XVIIe siècle, on a développé le port Saint-Paul dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous apercevez au fond aussi là le pont Notre-Dame qui est couvert de maisons. Donc vous voyez qu'on n'avait pas une vue très lointaine sur la Seine. La vue était barrée sans arrêt par les maisons sur les ponts. Et puis le dernier port, on va passer c'est donc le port d'Aval. C'est le port Saint-Nicolas qui est au pied du Louvre. Hein, et qui, lui, accueille des bateaux qui ont un gabarit très gros, hein, parce que c'est des bateaux qui sont remontés jusqu'à Paris depuis Rouen, Le Havre, et qui donc apportent tous les produits exotiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces gros bateaux sont remontés avec 10 à 12 paires de chevaux. Et puis, une fois que le bateau est vide, le bateau repart au fil du courant, hein, donc il n'y a plus besoin de halage. L'avantage, c'est que les produits exotiques sont vendus plus cher, donc ça permet de payer le halage. Donc cette différenciation entre les ports parisiens
elle est importante, mais surtout, il faut garder à l'idée que ces ports ne sont pas ce que nous, on imagine au XXIe siècle être un port, c'est-à-dire un endroit où un bateau arrive et il décharge ses marchandises. Les ports sont des lieux de vente, c'est-à-dire que chaque bateau se transforme en boutique où les Parisiens doivent aller pour acheter du foin, du charbon, des céréales, du café, du cacao. Et cette organisation est extrêmement rigide. Le prévôt des marchands, qui est donc l'homme fort sur la Seine et sur le trafic sur la Seine, il est extrêmement jaloux à surveiller que tout ce qui arrive par les bateaux soit bien vendu dans les bateaux. Alors le problème, c'est que, et là se déclenche la dynamique que j'ai étudiée sur un siècle, c'est qu'au XVIIIe siècle, Paris passe en gros de 500 000 à 800 000 habitants, et de plus en plus d'habitants, mais il n'y a pas de plus en plus de place dans les ports pour faire accoster plus rapidement des bateaux pour vendre suffisamment de provisions. Ce qui fait que les marchands vont commencer à protester en disant « ce système, c'est pas possible ». Dans les archives, je trouve des protestations à la veille de la Révolution française. Un marchand qui arrive avec son bateau rempli de céréales, parfois il doit attendre 1 mois avant de pouvoir se mettre à port et de pouvoir vendre sa cargaison. Donc vous imaginez l'état du blé, une fois qu'il a moisi, c'est le cas de le dire, au fond des cales. Donc ce système se grippe parce qu'il n'arrive plus à satisfaire les besoins de la vie. Mais le prévôt des marchands dont je parlais tout à l'heure, alors je vais quand même en dire 2 mots. Bon, vous avez la statue on va dire du plus fameux, Étienne Marcel. Vous avez aussi la rue et la station de métro, ce qui prouve quand même que la ville, les Parisiens lui sont reconnaissants. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Étienne Marcel, mais enfin, depuis le Moyen-Âge, le prévôt des marchands s'est progressivement imposé face au roi comme l'autorité qui dirige la ville de Paris face au roi. Vous savez que Paris est la capitale d'un État extrêmement centralisé, c'est vrai depuis l'Ancien Régime. Et donc, la ville doit défendre aussi quelques prérogatives pour défendre les intérêts des Parisiens face au pouvoir politique. Donc, le prévôt des marchands, au XVIIIe siècle, c'est lui qui organise absolument tout ce que je vous raconte sur la Seine, c'est lui qui fait la police sur les ports, c'est lui qui organise les feux d'artifice. Il est omnipotent. Et il s'appelle le prévôt des marchands, tout simplement parce que au Moyen-Âge, c'est l'homme qui dirige la corporation des marchands de l'eau, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du trafic fluvial. C'est donc celui qui est à la tête de cette corporation, qu'on appelle le prévôt des marchands, qui va s'imposer comme l'autorité municipale, c'est-à-dire l'équivalent du maire de Paris. On va passer peut-être à la suivante. D'ailleurs, voilà, j'avais mis une photo de la statue d'Étienne Marcel, qui symbolise donc, c'est une tension entre Paris, les Parisiens et le pouvoir royal. Moi, pour les archives, j'ai quand même beaucoup travaillé sur les archives qui émanaient de la Maison du Roi, parce que le roi a encore son mot à dire sur toute une série de projets. Mais sur la vie quotidienne sur le fleuve, c'est le prévôt des marchands qui défend jalousement donc son autorité et ses prérogatives. Alors, je vais continuer après l'approvisionnement à évoquer assez rapidement, mais il faut avoir en tête tous ces métiers qui sont installés sur le fleuve et qui doivent louer un emplacement à l'hôtel de ville. Donc j'ai retrouvé les baux de location. Vous avez des pêcheurs, soit des pêcheurs à la ligne, soit des pêcheurs qui tentent des filets sous les ponts, ce qui gêne évidemment la navigation. Donc toute cette affaire et tout ce que je vous raconte, ça va aboutir à la fois à des arbitrages, puis à des conflits entre les usages. Vous avez aussi encore des bateaux qui servent de moulins, des moulins à eau. Il y en a de moins en moins au XVIIIe siècle parce qu'on a de plus en plus installé des moulins à vent autour de Paris. Donc les moulins à eau sont, on va dire, des réminiscences au XVIIIe siècle. Vous avez, on va passer la suivante, alors ça c'est des cartes assez moches que j'avais faites à l'époque, mais elles ont le mérite d'exister. Il y a à peu près 90 bateaux à lessive dans tout Paris.
Donc chaque point est un bateau à lessive. Vous voyez que, en gros, toutes les berges sont occupées par des bateaux à lessive. Ces bateaux à lessive accueillent chacun 24 blanchisseuses. C'est pas, évidemment, aujourd'hui, nous, ça ne vient quasiment plus à l'idée, sauf une pièce de temps en temps qu'on va donner à la blanchisserie ou chez le teinturier. À l'époque, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'eau dans les maisons, donc tout le peuple de Paris donne son linge à laver aux blanchisseuses. C'est-à-dire que c'est une activité d'intérêt municipal. Donc, on a ces bateaux qui lavent, on va dire, enfin qui servent à nettoyer le linge du peuple de Paris. Les aristocrates et les bourgeois, quand ils séjournent à Paris, envoient leur linge à laver en dehors de Paris. L'idée étant, pas totalement fausse, que l'eau sera plus pure à 30 ou 40 km en dehors de Paris que dans la capitale. Alors on a aussi, on va mettre la suivante, on a aussi des, alors ben voilà, ça c'est des bateaux de blanchisseuses en 42 je crois, c'est une des dernières installations, on les a chassées évidemment à partir du XVIIIe siècle, mais elles ont résisté extrêmement longtemps, donc cette photo montre un peu comment elles travaillaient, ça n'a pas beaucoup changé au XXe siècle. On va passer la suivante. Pour évoquer donc les bateaux de bain, puisque la Seine satisfait à la fois les besoins d'hygiène, avec des bateaux de bain où on va se laver avec des bains distincts pour les hommes et pour les femmes, avec des bains qui sont soit très rudimentaires, c'est-à-dire c'est juste un bassin avec quand même une clôture pour se tremper dans l'eau et se laver, mais vous avez vers le Louvre et vers le Pont-Neuf des bateaux, on va dire, qui tendent davantage vers le spa, avec des cabines individuelles, de l'eau chaude, et qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. Cela étant dit, on va passer peut-être la suivante. Voilà, ça c'est la piscine de Vigny, qui est la piscine qui a, on va dire, c'est une réminiscence de ces bateaux de bain qui a survécu jusque dans les années 90, oui, début des années 90, elle a brûlé. Donc voilà, ça ressemblait en fait à ça, hein, déjà au XVIIIe siècle. Et on avait, si ces bateaux de bain existaient, je trouve aussi dans les ordonnances du prévôt des marchands la réitération chaque année de l'interdiction de la baignade sauvage, ce qui veut dire que si on réitère l'interdiction, c'est qu'en fait les Parisiens se baignent, surtout à la belle saison quand il fait chaud, en permanence dans la Seine. On va passer la suivante peut-être. Non, bah, je vais y arriver alors. Donc, la baignade, elle est interdite dans la Seine, sauf de nuit, pour certaines maladies. Alors là, évidemment, je suis incapable de vous dire quelle maladie on va soigner. Ça fait partie des croyances de la médecine de l'époque. On reviendra d'ailleurs sur les croyances de ce qui peut se passer sur la Seine pour la santé des Parisiens. Mais la baignade sauvage était notamment pratiquée à l'extrémité de l'île de la Cité, qui est face à l'île Saint-Louis. Et là, on trouve une ordonnance du prévôt des marchands qui dit qu'il faut vraiment faire cesser cette baignade. Les gens s'y baignent tout nus. Les bourgeois qui sont installés, l'île Saint-Louis, vous savez que les quais sont quand même plutôt, ont été urbanisés et lotis avec des hôtels, donc c'est une population assez aisée. Et donc, les habitants sont choqués par le spectacle des baigneurs nus. Enfin, il y a d'autres métiers qui sont aussi très importants et qui ont besoin du site fluvial. Je n'en citerai que deux. C'est d'abord les tripiers. Donc ces tripiers sont installés autour du Châtelet. Le Châtelet, c'est la place du Châtelet actuelle. À l'époque, vous aviez une forteresse qui s'appelait le Châtelet, où était installé le deuxième homme fort de Paris. C'est le lieutenant général de police que Louis XIV avait installé, une sorte de, enfin, c'était son représentant dans la capitale. Évidemment, au XVIIIe siècle, moi, je vois sans arrêt des conflits et des batailles entre le prévôt des marchands qui est sur la Seine et le lieutenant général de police qui veille sur tout le reste de la capitale. Donc les tripiers sont installés sur la Seine, sur les bords de la Seine vers le Châtelet, tout simplement parce qu'autour du Châtelet, vous avez la grande boucherie de Paris. J'ai dit tout à l'heure que toutes les provisions arrivaient par la Seine, sauf tout de même le bétail. Mais il faut quand même imaginer que le bétail arrive jusqu'au Châtelet, c'est-à-dire au cœur de Paris, sur ses pattes, et que c'est là qu'ils sont abattus, et que la viande finalement est produite en plein cœur de Paris. Alors les tripiers utilisent l'eau pour nettoyer les abats sur le quai de Gève,
Et ensuite, alors je ne vais pas en dire plus, je vais essayer de vous lancer, si ça marche, un son, on va espérer. Jean de la Seine. Les tripiers. Vous voilà au Châtelet. Fermez les yeux. Oubliez tout ce que vous voyez du centre de Paris aujourd'hui. Ces salles de spectacle, ces beaux cafés, ces touristes. Au XVIIIe siècle, à la place du théâtre du Châtelet, il y avait une prison. Un vrai château fort, au lieu de l'autorité du lieutenant général de police. Autour de la prison, c'était le quartier des bouchers, où tous les animaux arrivaient pour être abattus. Ouais, là, au cœur de Paris. Essayez d'imaginer l'immense désordre de bœufs et de moutons conduits à l'abreuvoir par les ruelles sinueuses et surpeuplées du quartier. Et puis la course des garçons bouchers pour attraper ceux qui s'échappent, les ruisseaux de sang dans les rues, le transport des entrailles. Autour des bouchers, forcément, gravitaient les tripiers, qui récupéraient les abats. Alors, vous êtes prêts? Ouvrez vos oreilles et bouchez-vous le nez. Voici l'histoire des tripiers. Il y a 6 familles qui ne sont occupées qu'à cet emploi. Ceux qui composent ces familles, mari, femme, enfants et domestiques, sont occupés pendant le jour à vider, à laver et à nettoyer dans la rivière, le long du quai de Gesvres, toutes ces issues et intestins, et pendant la nuit à les faire cuire. Tous les matins, à la pointe du jour, ils les exposent en vente dans de grandes mannes d'osier au-devant de leurs portes. Certes, les Parisiens étaient très friands des tripes, mais tout de même, en 1760, les tripiers sont sommés de partir. Pourquoi? Écoutons la police. Que cette vidange et ce nettoiement ont déjà donné lieu à un atterrissement si considérable par les matières qui se sont successivement déposées qu'ils forment un obstacle à l'approche et à la mise à port des bateaux. Oui, vous avez bien compris. Tous les déchets sanguignolants, gluants, puants, ces boyaux, ces viscères, ces excréments avaient fini par encombrer tellement le fleuve que les bateaux ne pouvaient plus passer. Que d'un autre côté, les habitants des quartiers Saint-Denis et Saint-Martin sont exposés à une telle infection, principalement pendant les chaleurs de l'été, que leurs marchandises et leurs meubles en souffrent le plus grand dépérissement. Sans compter les risques d'incendie, car les tripiers faisaient cuire les abats dans d'énormes chaudrons et récupéraient la graisse pour en faire du savon. Devant leur refus de partir, de nouveaux tripiers obtiendront un privilège du roi pour s'installer dans l'île des Cygnes, en aval. Et peu à peu, bouchers et tripiers disparaîtront du Châtelet. Voilà, donc vous avez vu un exemple d'une de ces 19 bulles. Donc là, c'est Christian Hegg de la Comédie Française qui vous a raconté l'histoire des tripiers. Donc, il y a une alternance entre un récit et des documents d'archives. Donc, c'est vraiment entièrement fondé sur des documents d'archives, d'où il y a 2-3 comédiens pour chacune des bulles. Et vous voyez que sur les tripiers, ils vous racontent comment ils étaient installés, ce qu'ils y faisaient, les nuisances que ça a procuré. Vous avez déjà, pour certains d'entre vous, senti l'odeur qui se dégage quand on cuit des tripes, même si ça peut être très bon. Il explique qu'en 1860, effectivement, le roi donne, parce qu'il fallait avoir un privilège du roi pour être cuiseur de tripes, le roi donne un nouveau privilège à des nouveaux tripiers qui acceptent d'aller dans l'île des Cygnes, c'est-à-dire de quitter le cœur de Paris. Alors, les tripes, ça nous paraît anecdotique? Non, à l'époque, il est cher de manger de la viande, et donc les Parisiens, vous avez des vendeuses avec des paniers en osier qui se baladent dans toute la ville et qui vous vendent des tripes, et les Parisiens en consomment énormément. Le deuxième métier que j'évoquerai, c'est les teinturiers, qui est une réminiscence de tous les métiers qui étaient installés, qui est de la mégisserie, qui travaillaient le cuir, là encore un produit dérivé de la grande boucherie. Ils ont été chassés sur la Bièvre notamment, mais au XVIIIe siècle, il reste des teinturiers qui sont installés au nord de l'île de la Cité. Il n'y a pas de quai à cet endroit-là, donc ils travaillent directement, leur maison ont les pieds dans l'eau, et ils sont attachés au site fluvial. Vous pourrez écouter la bulle, où ils écrivent un mémoire au roi en disant, au moment où on veut les chasser, c'est pareil, hein, ils lavent ils font leur teinture directement dans la Seine, ils essayent de résister. Aucun des métiers installés dans Paris, au cœur de Paris, ne veut quitter son site. La dernière catégorie d'activités que j'évoquerai, c'est tout ce qui est commerce. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peu de ponts, que par conséquent, à l'embouchure des ponts, enfin au débouché des ponts,
il y avait une affluence incroyable. Et donc, vous aviez à la fois des échoppes. Alors, des échoppes, ça peut être des échoppes fixes, mobiles, semi-mobiles, qui étaient pliées tous les soirs, qui répondent aux besoins quotidiens de la population, un peu comme ce qu'on voit dans des villes aujourd'hui qui sont lointaines, ça existe de moins en moins à Paris, mais on vendait des oranges, des marrons, des tripes, donc aussi de la loterie, il y avait déjà des billets de loterie, et vous aviez des échoppes absolument partout. En 1783, le roi prendra un édit interdisant donc l'installation de ces échoppes dans Paris. Et puis vous aviez des boutiques à la fois sur les quais et sur les ponts, et sur les ponts, les boutiques étaient spécialisées. Je vais vous faire écouter une deuxième bulle, c'est celle des habitants de la Seine. Les habitants du pont Notre-Dame. De là où vous êtes, en tournant la tête vers la droite, vous voyez le pont Notre-Dame. Il est élégant, avec sa grande arche métallique. Au XVIIIe siècle, il avait bien plus d'arches. Et surtout, comme beaucoup d'autres ponts parisiens, il portait des maisons de 5 étages. Toutes sortes de locataires y vivaient, les plus riches dans les étages inférieurs, et au 5e, des artisans et des blanchisseuses qui pouvaient louer des chambres. Au rez-de-chaussée, c'était des boutiques de luxe, merciers, orfèvres, peintres. D'ailleurs, permettez-nous de vous présenter le sieur Gersain, marchand joaillier. Enchanté. Dont l'enseigne a été peinte par Watteau lui-même. Mais oui, absolument. Il vous recevra avec affabilité dans sa très belle boutique et vous proposera Toutes sortes de quincailleries nouvelles et de goût. Bijoux, glaces, tableaux de cabinet, pagodes, vernis et porcelaines du Japon, coquillages et autres morceaux d'histoire naturelle, cailloux, agates, et généralement toutes marchandises curieuses et étrangères. Vous l'aurez compris, le pont Notre-Dame est l'un des endroits les plus chics de Paris. Pourtant, il y a des inconvénients à vivre sur un pont. Le premier étant le fleuve qui coule en dessous. Les eaux de la Seine ont augmenté si considérablement depuis le dégel, et elles sont couvertes d'une si grande quantité de glaçons que les ponts se trouvent dans un danger imminent, et qu'il est de l'intérêt des habitants qui occupent des maisons sur le pont Notre-Dame d'en déloger. Ainsi, chaque année, la vie de la capitale est paralysée par la menace des crues et la Seine impose son rythme à la ville. En 1785, on amorce la destruction des maisons sur les ponts parisiens. Et le sieur Gersain, où est-il allé avec ses porcelaines du Japon et ses quincailleries de luxe? Du côté de l'avenue Montaigne, du faubourg Saint-Honoré ou de la rue de la Paix? Voilà, alors sur le pont Notre-Dame, c'est du commerce de luxe. Sur le pont au change, on a, d'où son nom d'ailleurs, les changeurs, c'est-à-dire les orfèvres. Et sur le pont Saint-Michel, on avait les fourbisseurs d'épées. Donc il y avait une géographie comme ça du commerce, un peu spécialisée sur les ponts. Il faut aussi ajouter, puisqu'on en a parlé récemment, ils n'ont pas encore leur boîte telle que celle qui existe aujourd'hui, mais les bouquinistes sont, depuis le XVIIe siècle, on vend des livres sur les bords de la Seine. Et ils sont déjà installés, pas avec les boîtes vertes qui vont être, on va dire, réglementées au XIXe siècle, mais ils sont déjà très présents. Donc à l'issue de ce panorama un peu rapide de toutes ces activités sur la Seine, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que le fleuve accueille un nombre important d'activités qui ne pourraient pas être installées ailleurs. Il y aura bien sûr des bains qui vont ensuite se diffuser dans toute la ville, mais à l'époque, au XVIIIe siècle, les bains sont sur la Seine. Voilà, ça semble une évidence. Et donc, il y a une forte spécialisation de tout ce que la Seine peut offrir et finalement une singularité. Et je vous l'ai dit, tous les Parisiens sont obligés, pour aller laver enfin, c'est les blanchisseuses qui vont au bord du fleuve, mais pour aller prendre un bain, pour aller faire leurs courses, ils fréquentent la Seine. Donc toute la société parisienne est amenée sur les bords du fleuve pour consommer, pour voyager, également pour s'amuser, puisque on va passer l'image suivante. Alors ça, c'est le pont Notre-Dame, puisque normalement c'est ce que je montre. Alors ces images évidemment sont toujours un peu stylisées. On va passer la suivante, puisque là je crois qu'on voit, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Dernier type d'activité, c'est les réjouissances, notamment les feux d'artifice que l'hôtel de ville donnait, souvent pour célébrer les grandes dates, soit les victoires du roi, soit les naissances, soit les mariages.
Donc là, vous voyez, on est sur la place de Grève. On voit donc cette plage en pente douce qui permet justement aux consommateurs de rentrer plus facilement dans les bateaux pour acheter, pour faire leurs courses. On a des architectures en bois temporaires. Et si on tire les feux d'artifice sur la Seine, on en tire aussi sur le Pont Royal. C'est tout simplement parce qu'il faut se rappeler qu'au XVIIIe siècle, Paris est encore une ville pré-haussmannienne, donc une ville très dense, une ville où il y a encore beaucoup de bois. Et donc, le seul espace suffisamment dégagé où une grande affluence peut assister au spectacle, c'est la Seine. C'est à peu près ce qui va se passer en juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture. Et puis, autre avantage, c'est quand même, si jamais il y a une mèche ou une fusée, enfin je ne suis pas spécialiste en feu d'artifice, disons que ça permettait d'éviter l'incendie. L'incendie, c'était quand même, après l'incendie de Londres en 1766, c'était quand même la grande crainte pour une ville à l'époque. On a vu aussi les joutes tout à l'heure sur l'image. Voilà, donc toute la société parisienne va sur la Seine. La Seine rend des services qu'à l'époque on ne peut pas fournir autrement. Et dans un second temps, je vais aborder, essayer de vous expliquer pourquoi la Seine a perdu ce rôle central à partir du XVIIIe siècle. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord ce que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est que dans les archives, on perçoit de multiples tensions à partir des années 1750. L'augmentation du prix des baux pour les bateaux de bain, pour les bateaux de blanchisserie, des plaintes qui n'en finissent pas auprès du prévôt des marchands. Par exemple, on a évoqué les tripiers tout à l'heure qui jettent, qui lavent les tripes, mais les bouchers jettent aussi des eaux. Ce qui fait que le gouverneur, parce qu'il y a un gouverneur de la Pompe de la Samaritaine, c'est un office assez prestigieux, il passe son temps à écrire en disant ça va pas du tout, moi j'ai les rouages de ma pompe qui sont bloqués par les eaux, l'eau n'est pas très propre, enfin vous voyez. Il y a une incompatibilité qui est de plus en plus dénoncée entre ces activités et une concurrence pour occuper l'espace. Je l'ai dit tout à l'heure, l'espace n'est pas extensible alors que la population parisienne augmente quand même de façon importante au XVIIIe siècle. On aboutit donc à une forme de saturation finalement de l'organisation du trafic fluvial et des services que la Seine rend aux Parisiens. Cette saturation va donc déclencher une sorte de remise en cause de cette organisation qui était séculaire. J'ai parlé donc des accrochages entre le gouverneur de la Pompe de la Samaritaine, qui veut qu'on chasse les bateaux de charbon qui salissent l'eau, les bateaux à lessive qui salissent aussi l'eau, et les immondices qui sont jetés par les bouchers et les tripiers. Alors, on retrouve les mêmes tensions entre les différents types de commerce. Les boutiques qui sont installées au rez-de-chaussée des maisons, qui sont sur les ponts ou sur les quais, dénoncent les échoppes qui leur font une concurrence déloyale parce qu'ils payent moins de taxes. À l'époque, il y avait quand même aussi déjà un système de taxes et de redevances. Il y a donc une rivalité commerciale, également une incompatibilité des clientèles. Ceux qui vont dans les échoppes, ce n'est pas les mêmes que ceux qui vont dans des boutiques qui ont pignon sur rue. Et je l'ai dit, en 1783, le roi prend des lettres patentes qui suppriment les échoppes dans toute la ville, pas seulement sur la Seine. Il y a donc de plus en plus aussi des arbitrages au profit de la navigation. Avec tout ce que je vous ai décrit comme activité, vous imaginez que pour qu'un bateau traverse Paris, c'était quand même sportif. Avec un autre point qu'il ne faut pas oublier, par exemple l'espace entre le pont au Change et le pont Notre-Dame, que vous pouvez encore voir aujourd'hui. Les ponts ont été reconstruits, notamment au XIXe siècle, mais leur emprise est à peu près au même endroit. L'espace est assez court. À l'époque, on l'appelait la vallée de misère, parce que les ponts n'avaient pas été reconstruits à la même époque, donc ils avaient une architecture différente avec un espacement des arches qui était différent, si bien que quand vous passiez sous l'un des ponts, il fallait se décaler sur la droite ou sur la gauche pour attraper l'arche du pont suivant. Donc c'était extrêmement... D'ailleurs, il y avait des navigateurs, des pilotes de bateaux, qui étaient extrêmement adroits pour justement arriver à guider ces bateaux. Donc de plus en plus, on va considérer que la navigation est prioritaire,
sur toutes les activités sédentaires que j'ai évoquées. Les déchireurs de bateaux qui étaient installés donc au pont de la Tournelle vont être chassés. Les marchés au bois vont être aussi progressivement chassés, ainsi que les cuiseurs de tripes qui vont... Alors, on va chasser tous ces gens-là vers l'île des Cygnes, c'est-à-dire à peu près vers les Invalides, pour qu'ils soient après la ville, c'est-à-dire pour que les pollutions aussi qu'ils suscitent ne salissent pas l'eau qui était consommée. Ce qui fait que le centre de Paris va progressivement se dévitaliser, puisque toutes ces activités vont être chassées. Il faudra ajouter, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'Hôtel-Dieu était à l'époque pas à l'endroit où Haussmann l'a reconstruit. L'Hôtel-Dieu était quasiment collé à Notre-Dame, et l'Hôtel-Dieu avait le pont Saint-Charles et le pont Audouble, c'était deux ponts qui avaient été colonisés par l'hôpital, sur lequel il y avait des salles de l'hôpital, et toutes les vidanges de l'hôpital allaient dans la Seine. Donc, on essaye aussi de chasser cet Hôtel-Dieu. Il y a des projets dans les années 780 pour l'envoyer à l'île des Cygnes, mais les administrateurs de l'Hôtel-Dieu ne veulent pas quitter le cœur de Paris. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, c'est les motifs qui sont invoqués pour chasser toutes ces activités. Il y a à la fois la saturation, dont j'ai parlé, mais il y a aussi la promotion, finalement, d'un nouvel urbanisme, on peut mettre des guillemets, parce que le mot n'existe pas, l'urbanisme date du XXe siècle. C'est-à-dire que, autant jusqu'au XVIIIe siècle, on supporte tout à fait la cohabitation entre des activités économiques et une ville et ses monuments, c'est-à-dire la beauté, la majesté de la ville, autant à partir des années 1760-70, on va dénoncer cette cohabitation. J'ai en tête une lettre qui est envoyée à la Maison du Roi, qui dit, bon, alors en attendant que les bateaux de blanchisseuses qui sont au pied du Louvre puissent partir, est-ce qu'on pourrait les repeindre en bleu? Donc vous voyez, il y a l'idée qu'on va les tolérer, mais on va les repeindre pour que ce soit acceptable, alors que dans les siècles précédents, ça ne posait absolument aucun problème. Donc, on va donner la priorité à la navigation, on va aussi expliquer qu'il faut chasser toutes ces activités pour lutter contre l'insalubrité. Je vous rappelle que au XVIIIe siècle, le discours sur la ville insalubre, la ville malsaine, Jean-Jacques Rousseau en est un des diffuseurs, se répand. Hein. Et donc, voilà, autant dans les siècles précédents, ce n'était pas un motif, alors que là, on considère qu'il faut lutter contre l'insalubrité. Et par exemple, je vous le disais tout à l'heure, on va penser qu'il faut détruire les maisons sur les ponts, parce que si l'air circule mieux à la surface de l'eau, il va se purifier. Alors, bon, ça c'est des théories, à mon avis, qui demanderaient à être confirmées, mais à l'époque, c'est la croyance, c'est ça qui est important. Et la dernière raison qui porte, enfin le dernier motif qui dessine une nouvelle approche de la ville, c'est l'esthétique urbaine, c'est cette contradiction entre les usages économiques et l'embellissement. Ce qui fait que la Seine, dans les discours que j'ai lus, dans les dénonciations et dans les décisions, est le siège finalement de l'avènement de nouveaux critères d'aménagement urbain qui sont exactement ceux qu'Haussmann va mettre en œuvre. Alors ça, c'est un peu un refrain auquel je tiens. Haussmann n'a pas inventé grand-chose, sauf que Haussmann, il avait le soutien de Napoléon III, il avait beaucoup d'argent, et il avait des techniciens, il a réussi à mettre en place un service avec des ingénieurs qui chacun avait une spécialité. Et donc il a pu mettre en œuvre des critères, mais mieux circuler, la ville insalubre, tout ça c'est des motifs qui sont déjà lancinants et récurrents dans les archives du XVIIIe siècle. Alors, on va passer à la suivante, parce qu'on ne s'en tient pas on ne fait pas que chasser les Parisiens, on fait aussi des aménagements. Alors, il y a un nombre de projets absolument incalculables. Hein. On veut construire une place royale vers le Pont-Neuf. Enfin, voilà. Le Pont-Neuf, d'ailleurs, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais qui est donc le pont le plus ancien de Paris, ça vous devez le savoir. Le premier qui a été conçu, donc, sans maison. Et ici, vous voyez une vue de la place Louis XV, qui est aujourd'hui la place de la Concorde, qui a été aménagée en 1767 pour rendre hommage à Louis XV. Donc en fait, le principe c'était la ville paye la statue, mais le roi désigne le site, et le roi décide donc de ce site, avec l'idée que c'est un site quand même assez périphérique à l'époque, où on ne sera pas obligé de détruire des maisons et donc de léser des Parisiens.
On y a construit, donc à droite vous avez la Seine. La présence de la Seine et le fait que cette place royale borde la Seine est un argument qui est avancé, alors que les places royales précédentes, la place des Vosges, la place de Victoire, la place Vendôme, vous voyez, ne répondent pas du tout à ce que vous avez sous les yeux. C'était des places qui formaient une forme des lotissements, qui formaient une sorte d'écrin autour de la statue du roi. Ici, on n'a pas du tout ça. Vous avez les deux bâtiments aussi, l'hôtel des Mousquetaires et le garde-meuble royal, qui sont aujourd'hui l'ex-hôtel de la Marine, qui est devenu aujourd'hui un musée, et puis l'hôtel Crillon. Et c'est Gabriel, l'architecte Gabriel, qui a aménagé cette place. Et les commentaires, quand elle est inaugurée, c'est « cette place est illisible », parce qu'en fait, elle est trop grande, elle est ouverte, mais vous voyez qu'elle répond à de nouveaux critères, notamment la présence du fleuve, qui est un élément naturel et qui est censé donner sa caractéristique et sa spécialité à cette place royale. Alors, je vais vous faire écouter une dernière bulle, parce que le cumul de tous ces aménagements et de toutes ces décisions va aboutir finalement à... je ne vous en dis pas plus, vous allez écouter la bulle, vous allez voir quand j'ai... alors, il est où? Voilà, elle est là. Jean de la Seine. Élie de Beaumont. Voie Georges Pompidou. Voie express rive droite. En temps normal, domaine exclusif des voitures. Au XVIIIe siècle, c'est le domaine des gens de Paris, qui ont animé de leur vie, de leurs cris, de leurs rires, de leurs disputes, les bords de la Seine. À la veille de la Révolution française, la densité des activités, le grouillement de la population sur les rives, l'indécence, la pollution, la concurrence entre tous, tout cela inquiétait les autorités municipales. La Seine ne parvenait plus à satisfaire les besoins de la population grandissante de la capitale. Nombreux alors sont les rêveurs qui imaginent des transformations radicales. Jean-Baptiste Élie de Beaumont, par exemple, avocat au Parlement et ami de Voltaire. En 1785, il propose de débarrasser les rives et les ponts de toutes les constructions accumulées au fil des siècles pour en finir avec tout ce désordre. Et puis, cela permettrait de profiter enfin de la vue. Ainsi, les deux bords de la rivière auront de magnifiques quais qui établiront une double communication d'une extrémité de la ville à l'autre, dans toute sa largeur. Il n'y aurait pas une seule capitale en Europe qui eût des communications aussi nobles, aussi belles, aussi saines en même temps que le serait celle-là. Les vœux de Beaumont seront réalisés au cours du XIXe siècle, destinant la Seine à la seule navigation, mais faisant d'elle du même coup un fleuve déserté et étranger à la ville. Et si le rêve d'Élie de Beaumont n'était autre que celui de la voie sur berge? Voilà, donc quand j'ai trouvé ce texte d'Élie de Beaumont, 1785, c'est vrai qu'il préfigure les voies sur berge qui seront aménagées donc après la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences de tous ces aménagements et donc la destruction aussi des maisons sur les ponts qui va se faire avant la Révolution française pour la plupart, on continuera au début du XIXe siècle, c'est la disparition de toutes les communautés, notamment ceux qui vivaient dans les maisons sur les ponts. Toutes les communautés qui étaient installées sur le fleuve disparaissent. Et alors que le XVIIIe siècle donc est le grand siècle, c'est à la fois, je dirais, le grand siècle de la Seine à Paris, mais c'est aussi le chant du cygne, finalement, de ces activités. Alors, je dois terminer en disant quand même que les Parisiens vont résister, et que c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai trouvé des archives, parce qu'ils passent leur temps à faire des mémoires, à écrire, à envoyer des avocats, le procureur du roi est obligé d'intervenir. Les teinturiers de la rue de la Pelletterie vont faire un mémoire qui est très émouvant pour ne pas être chassés, en expliquant qu'ils ne peuvent pas se mettre ailleurs que sur la Seine. Les propriétaires des maisons du pont au Change vont également intenter une action en justice. Je terminerai juste en évoquant peut-être la suivante. Ah ben voilà, la destruction des maisons sur les ponts, là. La suivante, je pense qu'on doit voir peut-être le pont au Change, voilà. Et puis la suivante, les voies sur berge. La suivante. Alors oui, je terminerai simplement en expliquant que
le prévôt des marchands a disparu, le dernier, hein, on lui a coupé la tête dès le 14 juillet 1789. C'était quand même l'homme fort de la Seine, c'était lui qui défendait les intérêts de la Seine. Et puis on a construit aussi au début du 19e siècle les canaux, hein, le canal Saint-Martin, canal de l'Ourcq et canal Saint-Denis, qui ont aussi finalement déporté les activités fluviales en périphérie et notamment sur le bassin de la Villette. Alors, en conclusion, la conclusion de mon travail, c'était donc cette forme de dévitalisation de la Seine, de muséification de l'espace fluvial, qui s'est achevé d'ailleurs avec le classement par l'UNESCO, hein, des berges de la Seine parmi le patrimoine mondial. Donc, si toutes ces activités ont disparu, ça a provoqué cette rupture entre les Parisiens et le fleuve. Ça a donné à la Seine un rôle davantage national que urbain, et ça a développé, on le voit sur cette carte, des activités à Grenelle, à Ivry, à Choisy, donc d'autres sites industriels. Aujourd'hui, la menace du fleuve existe encore. On va évoquer la suivante. Voilà, je me suis amusée évidemment. En haut, vous avez une carte postale de 1910, la crue Centenale. Et puis, en bas, c'est 2016, je crois. J'ai été me balader, puis finalement, on retrouve les mêmes Parisiens, enfin plutôt leurs arrière-petits-enfants, qui sont tout aussi étonnés de voir l'eau qui monte. Et de fait, après la crue de 1910, on a conçu au fil du XXe siècle des barrages en amont pour arrêter l'eau, mais il faut quand même avoir en tête qu'avec ce qu'on a aménagé, on pourrait arrêter un quart de l'eau qui a inondé Paris en 1910. Ce qui veut dire que malgré tout ce qu'on a fait, alors bon, il y a maintenant les institutions publiques ont des procédures pour évacuer au plus vite, mais disons que malgré nos moyens techniques, la Seine reste quand même une présence, on va dire, naturelle, hein, qui peut encore causer beaucoup de dommages. La dernière, peut-être, juste, j'ai parlé de la trace du fleuve, c'est ma thèse, c'est un gros pavé, mais en bas à droite, c'est un petit guide Hachette que j'ai fait, donc la Seine, Paris au fil de la Seine. C'est un petit guide qui raconte la Seine, alors pas seulement au XVIIIe siècle, hein, des origines à nos jours, qui est très documenté. Et voilà, je me suis aussi bien... Et beaucoup d'iconos, c'est un petit livre assez agréable pour poursuivre ce que je vous ai raconté ce soir. Voilà, merci, je peux répondre à des questions. Si vous le voulez bien, la règle du jeu est la suivante. Vous me faites signe, j'apporte le micro et ensuite, je vous laisse vous exprimer. Merci. Merci, c'était vraiment passionnant. Avez-vous notion de maladie, de moments d'épidémie avec ces bains, ces abats lavés dans la Seine, etc. Avez-vous des infos là-dessus? Alors, il y a du choléra au XIXe siècle, mais je dois dire que sur la masse d'archives que j'ai brassées, je ne l'ai pas dit, mais pour faire ma thèse, il n'y avait pas des cartons où il y avait écrit la Seine. Donc il a fallu que j'épluche absolument tous les papiers de l'administration parisienne pour trouver ce qui intéressait sur la Seine. Et je dois dire que très rarement étaient évoquées des maladies. Et on parle de l'insalubrité, mais alors il y a des entrepreneurs qui proposent de filtrer l'eau, de la mettre en bouteille, mais bon, c'est des entrepreneurs comme ceux d'aujourd'hui qui ont espoir de faire quelques sous en obtenant un marché avec la ville. Mais les épidémies, j'en ai jamais vu de très importantes, hein, comme la peste par exemple à Marseille, si on prend cet exemple, avec la Seine et les eaux de la Seine qui seraient désignées comme responsables. Ce que j'ai l'habitude de dire, parce qu'en général on me demande est-ce que c'était moins pollué ou plus pollué qu'aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que d'abord, comme ils la buvaient tout le temps, ils étaient un peu immunisés, je pense, de tout ce qu'il y avait ce qu'il y avait dedans. Hein. Et puis le niveau de pollution était très différent. C'était de la pollution, on va dire, organique, végétale, mais c'est pas du tout, quasiment pas de la pollution industrielle. Donc je ne sais pas s'il valait mieux la boire au XVIIIe qu'aujourd'hui, mais je pense qu'eux, ils étaient quand même, ils avaient des défenses parce qu'ils la buvaient tout le temps.
très intéressant évidemment comme présentation. Je voulais éventuellement que vous parliez des noyers et des rats qui circulent aussi dans la Seine ou autour de la Seine. Est-ce que c'était dans votre programme? Alors, les rats, j'en ai pas beaucoup vu dans les archives. Enfin, peut-être qu'ils ont mangé les papiers avant que je n'arrive. Mais en tout cas, je les ai jamais vus dénoncés en tant que tels. Par contre, les noyers, il y a une bulle sur les noyers. Oui, les noyers, c'était un vrai sujet. Et en plus, aux Archives nationales, au Caran, il y a un livre des noyers, qui est une fabuleuse source, puisque quand on repêchait quelqu'un dans la Seine, il était, d'abord on essayait de le ranimer, on essayait de lui porter secours, et puis ensuite, en général, il était interrogé, et donc dans ce livre, on a, donc pour nourrir la bulle sur les noyers, on a 2-3 exemples, on a leur identité, on sait pourquoi ils se baladent au bord de la Seine, donc il y en a une qui veut faire pipi, il y en a un autre qui a trop bu, enfin voilà. Et il y avait aussi des boîtes le long de la Seine, pour essayer de ranimer ceux qui avaient déjà perdu connaissance. Et apparemment, on mettait une sorte d'entonnoir dans l'anus, on leur envoyait des fumées. Voilà, donc c'est très bien décrit dans les archives et on en parle dans la bulle. Je ne sais pas si ça les faisait revenir à eux ou simplement ils seraient de toute façon revenus à eux. Il faut aussi surtout dire que la plupart des Parisiens ne savaient pas nager. Ça. Et d'ailleurs, au début de la Révolution française, le sieur Turquin, qui n'est autre que le gendre ou le beau-père de Deligny, qui va ensuite construire sa piscine qu'on a connue, propose, dans un texte totalement grandiloquent, de construire une école de natation, une, voire ensuite plusieurs. Et tout son argumentaire, c'est, voilà, vous avez dit que les hommes étaient libres et égaux. Eh bien, pour qu'ils soient libres et égaux, surtout, il faut qu'ils sachent tous nager. Et donc, je propose d'aménager une école de natation sur la Seine. Donc ça, il y avait souvent des noyers. Oui, oui, oui. Merci pour votre conférence très très passionnante. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, si je peux dire, avec... vous avez évoqué des rites ou des pratiques magiques autour de la Seine. Vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Alors, l'exemple qui est assez connu, hein, c'est la raison pour laquelle le Petit Pont a perdu ses maisons au début du XVIIIe siècle. C'est une mère éplorée qui a perdu son fils qui s'est noyé. Et on lui explique que si elle met une chandelle sur un petit bateau, une petite embarcation en bois, eh bien, la petite embarcation va s'arrêter à l'endroit où il y a le corps de son fils. Et résultat, ça a mis le feu au Petit Pont et aux maisons qui étaient sur le Petit Pont. Je pense qu'il y a un peu de bibliographie là-dessus. Moi, j'ai surtout vu des Parisiens et des Parisiennes qui travaillaient, qui avaient des intérêts économiques ou ludiques, mais il y avait effectivement, ça je l'ai dit, le fait qu'on pensait que se baigner dans la Seine la nuit pouvait guérir certaines affections, mais j'en sais pas plus. Hein. Tout ça était assez... Puis bon, moi je travaillais quand même plus dans une perspective d'histoire de la ville et d'histoire urbaine, ce qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui ma spécialité. Je me suis éloignée du fleuve, donc je n'ai pas creusé en abordant ce sujet qui s'est, dans ma tête et avec mon directeur de thèse, ça s'est fait progressivement. Ça ne s'est pas imposé immédiatement comme la Seine et les Parisiens. Et le jour de ma soutenance, il y avait un autre historien qui travaille sur les moyens de transport, François Caron, qui m'a dit d'emblée, je me suis dit, oh là, ça va être chaud pendant la soutenance. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait la Seine de la source à l'embouchure? Ça aurait été beaucoup plus intéressant. C'est vrai que c'est un autre travail. Finalement, j'ai privilégié quand même ces relations très fortes entre les Parisiens et le fleuve, qui étaient très intenses au XVIIIe siècle, ce qui m'a obligé d'ailleurs à remonter sur le XVIIIe siècle. J'avais fait une maîtrise en histoire contemporaine sur le XXe siècle, donc il a fallu plonger dans ces archives. La coupure de 1789 est très importante pour les archives, puisqu'en fait on invente aussi les archives nationales naissent, il y avait des archives royales avant, mais tout est reclassé, donc il a fallu que je me familiarise avec des fonds
que je ne connaissais pas vraiment. Enfin, aucun regret, puisque c'est un travail passionnant. Donc, je suis pas mal sollicitée, oui, il y a encore une autre question, je suis pas mal sollicitée là, à cause de la cérémonie d'ouverture. J'ai été interrogée par des consultants du CIO, je ne sais même pas exactement qui ils étaient. Je crois qu'ils devaient concevoir un document qu'ils devaient transmettre aussi à, il s'appelle Joly, mais je n'ai plus son prénom, c'est l'artiste qui va mettre en place la chorégraphie des bateaux et toute la cérémonie. Donc voilà, puis bon, j'ai été aussi sollicitée sur l'affaire des bouquinistes qu'on veut chasser, enfin bon, voilà. Ben voilà, justement, je voulais que, éventuellement, si vous pouvez toucher un petit mot sur les bouquinistes, puisque vous en avez parlé, la Seine et les Parisiens et les bouquinistes en 2023, 2024. Il est vrai qu'ils font partie de la Seine, ils font partie du paysage, ils font partie de notre patrimoine. Je m'efforce en général de ne pas trancher. Objectivement, puisque vous savez comment ça va se passer, les places qui seront sur les quais bas seront ultra réservées. Bon, voilà, le monde entier va débarquer à Paris. En haut, ça sera un peu d'ailleurs comme au XVIIIe siècle, hein, parce que l'image que je vous ai montrée, ceux qui étaient dans les tribunes, qui étaient sur la place de Grève, c'était pas le petit peuple parisien. Voilà, il y a des permanences. Mais je pense que d'en haut, on verra très très bien, sauf que les boîtes occupent quand même le parapet. Et, vous faites laisser, même quand elles sont fermées, si vous êtes derrière, on voit moins bien ce qui se passe sur l'eau. Donc, mais les démonter, c'est vrai que ça risque d'être un peu délicat. Ce qu'on me demande aussi souvent, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'avais fait ma thèse entre 95, enfin, je l'ai soutenue en 95, publiée en 2001 ou 2. Depuis le XXIe siècle, on tente de faire revenir les Parisiens sur la Seine. Je crois que c'est une réalité. Les Parisiens d'ailleurs et les touristes, à cet égard, je n'ai pas évoqué dans la Seine utilisée comme moyen de transport, c'est évidemment les bateaux-mouches. Mais les bateaux-mouches n'existaient pas au XVIIIe siècle, c'est une invention du XIXe siècle. Les bateaux-mouches ont été inventés au moment des expositions universelles pour pouvoir circuler, puisque les expos universelles étaient beaucoup implantés au bord de la Seine, hein, vers le Trocadéro, le Champ de Mars. Et donc, les bateaux-mouches ont survécu aux expositions universelles. À la fin des années 30, ils ont été supprimés. Puis après la guerre, dans les années 50, on a remis en place des bateaux-mouches qui sont aujourd'hui une activité majeure. Alors, à quand un transport en commun sur la Seine? Ça aussi, on pose souvent la question. On en rêve. Le problème, c'est que encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, même si on en a chassé un certain nombre. Donc il faut arriver quand même à concilier toutes ces circulations, ce qui n'est pas évident, tout ça dans la plus grande sécurité. Et pour qu'un transport en commun soit viable, parce qu'il y a quand même des bateaux-bus, ou je sais plus, voilà, mais ils ne sont pas très fréquents et ils sont chers. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'on arrivera un jour à un vrai transport en commun. Peut-être, j'ai vu qu'il y avait des projets quand même pour relier notamment des communes extérieures à Paris. Hein. Donc là, il y a peut-être quand même des projets qui vont s'accélérer. Alors, sur la reconquête de la Seine par les Parisiens, ce qu'il faut pour qu'on ait envie... Alors, ça y est, il y a de plus en plus de gens qui vont courir, faire du vélo. Il y a déjà des conflits d'usage entre les piétons, les coureurs et les vélos. Mais il faudrait aussi qu'il y ait d'autres activités. Alors, il y a déjà, je crois que c'est une enseigne, je ne sais plus laquelle, de supermarché, qui, vers l'Alma, fait arriver des bateaux avec des petits containers, et ensuite les petits containers sont montés, voilà, ça devient des camions électriques. Donc voilà, et il faudrait peut-être que ça s'intensifie et que, j'ai toujours ça, que les bords de Seine ne soient pas uniquement réservés à des bistrots et des restaurants, parce que c'est des activités agréables, mais ça va attirer peut-être plus les touristes que les Parisiens. Enfin bon, voilà, c'est toujours une question d'équilibre. C'est compliqué, mais il y a une reconquête qui est effective, ne serait-ce qu'évidemment avec la suppression de la voiture. Parce que les voies sur berge, on les a évoquées, du temps où il y avait les voies sur berge, c'était quoi, il y a 10 ans, peut-être maintenant, je crois que c'est 2016, un peu moins de 10 ans, on n'avait juste pas du tout envie d'aller se balader sur la Seine. C'était à la fois pollué et bruyant, donc pas très attractif.
Mais il faut du temps, hein, c'est ce que je dis toujours aussi, notamment quand certains élus m'interrogent. Ce que je vous ai raconté, c'était au XVIIIe siècle, ça a mis une centaine d'années à se défaire. Je vous ai montré les blanchisseuses qui sont encore là en 42. Alors, se baigner dans la Seine, on le fait évidemment. Hein. La traversée de Paris à la nage, c'est à peu près le même âge que le Tour de France, c'est 1903 ou 1905. Et ça a existé jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'était une compétition sportive et on se baignait dans les eaux de la Seine. Donc, j'espère qu'on va y arriver en 2024. Je voudrais juste apporter une petite précision sur les bateaux-bus. Alors, j'ai aucune action dans les bateaux-bus. Simplement, bon, c'est vrai que ça manque de souplesse, mais pour ce qui est de la cherté, là, je ne suis pas d'accord parce qu'on a un pass à l'année pour 50 €. Parce qu'on a un pass Navigo aussi. Hein. Mais on peut prendre autant de fois que l'on veut le bateau-bus sur un an pour 50 €. Avec le passage ligne. Donc, c'est quand même pas si cher que ça, mais par contre ça manque de souplesse, là je suis tout à fait d'accord. Enfin, la fréquence surtout. La fréquence, et puis même, de toute façon, il y a, je crois que c'est 9 stations, dans un sens, et après, pour revenir, soit on fait tout le circuit, et dans ce cas-là c'est vraiment très long. Ouais, c'est pas très souple, hein, c'est pas les Vaporetti. C'est pas les Vaporetto à venir. Exactement, voilà. Mais bon, 50 € pour l'année, je trouve qu'on peut pas parler quand même de cherté. Non, et en plus, il est vrai que quand on est... Moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai même eu droit à des racines et des ailes sur la Seine, la journée entière sur la Seine. On voit des choses qu'on ne voit pas de Paris, enfin de la Terre, je veux dire. Donc, les bateaux-mouches, je dois dire que parfois, j'ai été assez étonnée par le commentaire. Je ne ferai pas de commentaire. Et le bateau-bus, finalement, voilà, c'est vrai que c'est aussi une belle manière de découvrir Paris. Même si, j'en profite pour le dire, pour lutter contre les inondations, dans la deuxième partie du 19e siècle, on a creusé le lit de la Seine pour limiter les effets des crues. Hein. Donc, quand on est sur un bateau sur la Seine, c'est pour ça d'ailleurs que les bateaux-mouches deviennent de plus en plus monstrueux, je suppose, même si on n'est pas encore arrivé aux bateaux de touristes qui avant étaient à Venise, mais je crois qu'ils n'y sont plus. Voilà, y a par exemple, la place de la Concorde, quand on est dans un bateau sur la Seine, on ne la voit pas. Enfin, on ne voit pas l'obélisque, en tout cas. Alors, je sais que c'est pas le sujet parce que c'est la Seine, mais vous l'avez un peu évoqué. Est-ce que vous aviez regardé un peu le rôle de la Bièvre en lien avec la Seine? Est-ce qu'il y avait une activité aussi autour de la Bièvre dans Paris? Parce que je sais que maintenant elle est un peu cachée dans Paris même, qu'il y a des projets peut-être pour la redécouvrir. Est-ce qu'il y avait une organisation autour de la Bièvre aussi dans Paris? Alors, au XVIIIe siècle, j'ai entendu très peu évoquer, si vous voulez, notamment au moment où on veut chasser des activités de la Seine, on évoque l'idée de les mettre sur la Bièvre. La Bièvre a déjà été bien saturée d'activités polluantes au XVIIe siècle. Et donc, c'est pas du tout... au XVIIIe siècle, c'est pas un sujet. Hein. Donc, du même coup, j'en sais assez peu de choses sur la Bièvre. Mais j'ai un collègue qui s'appelle Thomas Leroux qui a écrit un petit livre sur la Bièvre. Il travaille en histoire industrielle et sur l'histoire des pollutions et de l'environnement. Ce qu'on essaye de faire pour rationaliser la navigation, mais finalement c'est un projet qui ne verra pas le jour, mais sachez quand même que quand vous descendez au métro au quai de la gare, c'est pas à cause de la gare d'Austerlitz, c'est un souvenir, une trace de la gare d'eau qui devait être aménagée à cet endroit-là. Cette gare d'eau, c'était un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, auquel le roi tenait. C'était un demi-cercle qui aurait été aménagé à l'entrée de Paris, dans lequel on aurait centralisé tous les bateaux, hein, pour éviter justement qu'ils s'éparpillent et qu'ils départent notamment le Louvre, le Collège des Quatre Nations et tous les monuments. Sauf que ce projet de rationalisation, centralisation des bateaux a reçu l'opposition très ferme des marchands.
qui plaident en disant oui, mais vous vous rendez compte, les pauvres Parisiens qui habitent à l'autre bout de Paris, ça va leur faire du chemin. C'est vrai qu'avant, l'organisation, elle était commode, puisqu'il y en avait à peu près partout, au Port Saint-Paul, Port de la Grève. Donc vous trouviez toujours un marché au bois ou un endroit où aller faire vos courses. Là, si on centralise tout à l'est de Paris, donc les marchands qui ne veulent pas être surveillés et contrôlés, parce que ce que veut la monarchie, c'est mieux les contrôler, notamment pour les taxer. Donc pour résister à ça, il plaide le confort des Parisiens, et si bien que vous avez des plans de Paris où vous voyez la gare d'eau, hein, mais cette gare n'a jamais vu le jour. Dans une autre perspective sur les aménagements, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la Seine va être l'axe, la colonne vertébrale du premier grand plan d'aménagement à l'échelle de tout Paris. Avant 1769, puisque c'est la date du plan Moreau-Desproux, qui est conservé avec des planches aquarellées qui sont magnifiques, c'est conservé aux estampes à la BNF. Le plan Moreau-Desproux de 1769, qui reprend en fait toutes les opérations dont j'ai parlé, c'est-à-dire suppression des maisons sur les ponts, construction de quais hauts tout du long pour pouvoir circuler comme le demande Élie Beaumont. Ce projet, finalement, c'est le premier projet dans la capitale à l'échelle de toute la capitale. Avant, on faisait un pont, on faisait une place royale, on construisait un hôtel, mais vous n'aviez jamais d'aménagement urbain à l'échelle de toute la capitale. Et c'est la Seine qui va cristalliser cette manière d'intervenir sur la Seine. Alors, ça ne va pas se faire, le plan de 1769, il ne va pas se faire parce que d'abord il faut beaucoup d'argent, mais quand même en 1785, il y a un emprunt qui est lancé par la monarchie de 30 millions de livres, avec comme motif la mise en œuvre de ce plan, 1786 même. Et j'ai trouvé des lettres du prévôt des marchands à Necker, qui est donc le contrôleur général des finances en 89, au début de la Révolution française. Le prévôt des marchands dit, bon, alors vous deviez nous reverser 3 millions d'euros, 3 millions de livres tous les ans, mais on n'en a pas vu encore la couleur. Donc en fait, la monarchie lance l'emprunt pour renflouer ses caisses. Vous n'êtes pas sans ignorer que le problème financier est quand même aussi à l'origine de la Révolution française, mais le prévôt des marchands va quand même lancer dès 1785 la destruction des maisons sur les ponts. C'est-à-dire que malgré le manque de moyens et le manque d'argent, et malgré le défaut finalement du reversement de cet emprunt, les travaux vont être amorcés. Ce qui montre aussi la détermination à transformer la Seine et en faire un axe de navigation débarrassé de toutes ces maisons sur les ponts dont on est un petit peu nostalgique. Il y a eu un projet il y a 5-6 ans, ou peut-être un peu plus. On voulait reconstruire des ponts avec des maisons, mais je crois que le préfet de police a dit que ce n'était pas une bonne idée, et donc on a lâché le projet. Et bon, le fait que de façon totalement inédite, la cérémonie d'ouverture des JO soit sur la Seine, c'est pas seulement parce que c'est sur la Seine, c'est vrai que je crois que ça va être la première fois que ça sera dans un espace public ouvert à tous. Alors je crois que ça sera 500 ou 600 000 au grand maximum. Bon, ça c'est aussi quand même, ça va être la griffe parisienne sur les JO, je pense. Je viendrai vous raconter. Je ne sais pas si je vais rester à Paris pendant les JO. Peut-être que je serai mieux derrière la télé pour voir la cérémonie d'ouverture. Je vais voir. Mais c'est vrai que secrètement, si je vais vous faire cette confidence, ça m'est arrivé 2 fois de commenter le marathon de Paris. J'ai été invitée par des journalistes sportifs, parce que quand il y a le marathon de Paris, en fait, on les voit courir, mais il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose. Donc, ils m'avaient dit, alors vous avez en gros 10 secondes à chaque fois pour faire un commentaire, parce qu'il y a des avions qui filment, enfin bon, il y a des gros moyens techniques. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il fallait être avenue Foch à 6h du mat. J'étais la seule qui n'était pas en jogging dans le métro. Et là, peut-être, je me dis que je pourrais faire un petit commentaire, mais bon, je crois que ça va être quand même... Il va y avoir de la concurrence sur la scène pour cette cérémonie d'ouverture. Voilà. Merci. Pas pour le moment. Alors les flyers, ben, je les ai donnés. Je les ai mis sur le long
Ils sont voilà, à la sortie, Ils vous sont à pourrez la les prendre. sortie, vous allez pouvoir en disposer. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir encore remercier Isabelle Bacouche. Merci beaucoup. Merci. Isabelle. Alors, pour ne pas faire concurrence aux boîtes vertes de nos voisins bouquinistes, et puis parce que je vous laisse le plaisir d'aller chez votre libraire favori, je vous recommanderai tout de même cet ouvrage, donc cette thèse d'Isabelle sur la trace du fleuve. Je ne vous cache pas que ça fait partie des ouvrages que nous avons à la bibliothèque et que plusieurs d'entre nous ont lu avec un très grand plaisir. Merci de votre présence ce soir et à très bientôt. Au revoir.